Donc bonjour à toutes et tous. Merci Léa. Donc je suis Amélie Robert, je suis géographe à l'université de Tours et notamment à l'UMR CITER. Et je vais vous parler donc des peupleraies dans les paysages du Grand Ouest en évoquant la question donc de leur dynamique et aussi le regard que peut porter la société sur ces peupleraies, sur leur insertion dans les paysages. Donc, ce que je vais vous présenter là, en fait, ce sont des recherches qui ont été conduites dans le cadre du projet du peuplier pour l'avenir, qui incluait une tâche consacrée à l'étude sociologique, dont j'étais en charge, donc avec deux objectifs imbriqués. Le premier objectif de cette étude, c'était d'abord de retracer les dynamiques locales des peupleraies par une analyse diachronique, donc en comparant deux dates, en voyant afin de voir comment les peupleraies évoluent sur le territoire à une échelle locale et notamment vérifier si on avait une dynamique de recul et également en questionner les raisons donc, de cette dynamique. Le deuxième objectif, c'était d'identifier les représentations qui sont associées à ces plantations par les principaux acteurs territoriaux qui sont présents dans le Val-de-Loire. Et à travers cela, il s'agissait de comprendre les controverses qui peuvent survenir autour de cette question des peupleraies. C'était aussi identifier donc les arguments de chacun et savoir, et notamment, plus particulièrement, ce que pensaient les touristes et les habitants, parce qu'on ignore bien souvent quels sont leurs points de vue sur ces peupleraies. Donc, comme pour le projet du peuplier pour l'avenir, je me suis centrée sur le Grand Ouest, plus particulièrement sur les régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, qui apparaissent comme un des bassins populicoles majeurs à l'échelle nationale. Donc, je vais tout d'abord vous parler de la dynamique de recul qui est perceptible dans les régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, puis je m'attarderai sur le regard des riverains et surtout les touristes. Donc, une dynamique de recul. Cette tendance à la baisse, elle est constatée par la filière à l'échelle nationale. Pour cela, elle se fonde en fait sur le nombre de plants qui est vendu chaque année, en la rapportant à la densité de plantation pour estimer le recul des surfaces. Ces surfaces ne sont donc pas cartographiées. On voit qu'effectivement, on a eu une baisse du nombre de plants vendus par année depuis l'allographique part de 1996. On perçoit toutefois que depuis 2014, il y a un léger sursaut, aidé notamment par les aides dont vient de parler Emmanuel et Léa, donc la charte Merci le peuplier et puis le projet du peuplier pour l'avenir. Donc toujours est-il que les sources, elles apparaissent lacunaires pour cartographier les peupleraies. Il n'y a pas de carte véritablement fiable à l'échelle nationale ni à l'échelle régionale de ces peupleraies. La difficulté, c'est notamment parce qu'on est face à des peuplements qui sont souvent de faible surface. Aujourd'hui, on peut recourir aux images satellites à haute résolution. Il y a des projets en cours dans ce domaine-là. Mais le problème, c'est qu'on n'aura qu'une cartographie de l'actuel et non pas du passé. Or, pour pouvoir connaître la dynamique, eh bien, il nous faut aussi un état des lieux passé. Et donc, la solution que j'ai retenue, ce sont les photographies aériennes, avec une difficulté, c'est qu'elles demandent un temps de traitement qui est relativement long. Dès lors, eh bien, l'analyse n'a été conduite qu'à l'échelle locale, mais elle permettait d'avoir cette analyse comparative entre deux dates. Donc, comme pour le projet du peuplier pour l'avenir, ce sont les mêmes régions qui sont concernées, c'est le même périmètre et c'est les mêmes sites d'études que nous avons choisis en commun dans le cadre du projet. Donc, 4 sites d'études, 2 situés en Maine-et-Loire, un en Indre-et-Loire et le dernier dans l'Indre. Ils ont été choisis par rapport à des problématiques particulières qui pouvaient poser. Les sites 1 et 3, notamment, sont situés dans le périmètre UNESCO du Val-de-Loire. Le site 2 et 4 sont plutôt concernés par des zonages environnementaux, mais que l'on retrouve également sur le Val-de-Loire pour les sites 1 et 3. Donc ces zonages ont été pris en compte pour essayer de voir s'ils pouvaient avoir une influence dans les dynamiques que l'on observe au niveau des peupleraies. Donc là, on est sur le site, on a Angers qui apparaît ici en gris, on est sur les 2 sites du Maine-et-Loire. Donc l'un est situé au sud dans le périmètre UNESCO, l'autre au nord est concerné notamment par les sites Natura 2000, SNIAFIS. Donc très rapidement, si on regarde la répartition des peupleraies sur le territoire de ces 4 sites d'études aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elles se concentrent effectivement dans les vallées, vallée de la Loire, mais aussi la Maine et puis
le louer. Mais on se perçoit qu'elles sont quand même relativement dispersées. Elles vont en fait être intriquées entre des zones de formation végétales plutôt herbeuses et buissonnantes, qui vont correspondre en fait à de la prairie. C'est ce qu'on retrouve au sud d'Angers. Si on prend dans les basses vallées d'Angevine, au nord d'Angers, on retrouve cette même dispersion et on les retrouve aussi dispersées parmi des prairies, également des zones de culture. Donc on a plutôt un paysage en mosaïque, c'est ce que l'on voit ici à travers ces photos. On a des parcelles de peupleraie qui vont s'alterner avec des prairies. Et puis particularité dans les basses vallées angevines, c'est qu'on voit apparaître du sylvopastoralisme, donc de l'élevage qui se fait pendant une période de l'année sous peupleraie. Si on va sur le site plutôt situé en Indre-et-Loire, donc entre la Loire et l'Indre, on perçoit que là on a une concentration qui est un petit peu plus importante, et ce qui peut poser un certain problématique locale, puisque notamment, je l'évoquerai plus tard, on a la Loire à vélo qui passe à proximité, donc ce qui veut dire une présence touristique, et donc d'où la question que peuvent penser les touristes de ces peupleries. Donc ces peupleraies, elles sont évidemment inondées pendant une partie de l'année, comme on peut le percevoir ici sur. Et puis le dernier site, c'est pareil, on retrouve une relative dispersion, alors concentration au niveau de l'Indre, mais après une dispersion relative sur le territoire. Voilà. Alors quelles sont les dynamiques sur ces 4 sites des peupleraies ? Ce que l'on perçoit, c'est que sur les 4 territoires, entre la fin des années 80 et le début des années 2010, on observe cette dynamique de recul. On voit qu'on a des peupleraies qui disparaissent de manière là aussi dispersée. Donc là, on est au sud d'Angers, mais on retrouve également des peupleraies qui ont disparu dans les basses vallées angevines, au nord d'Angers, avec quelques peupleraies qui sont apparues sur ce site-là, mais qui peuvent aussi s'expliquer sur des zones qui n'étaient a priori pas populicoles auparavant. Mais ceci peut aussi s'expliquer par le fait que peut-être qu'en 1988, on avait des peupleraies qui venaient tout juste d'être exploitées, donc qui n'étaient pas perceptibles sur les photographies aériennes. C'est un peu la limite des photographies aériennes. Particularité sur ce site qui est situé donc dans les basses vallées angevines, au nord d'Angers, c'est que il y a eu une volonté, notamment guidée par la LPO, de mettre en place des zonages environnementaux de protection et notamment Natura 2000. Au préalable, avait été décidé de mettre en place une zone de boisement avec l'interdiction de planter à certains endroits, des zones où la plantation était réglementée et des zones où elle était à l'inverse libre. Donc, ce qui a généré des difficultés assez importantes localement. Si on compare les peupleraies, les dynamiques de nos peupleraies et cette carte de boisement, on s'aperçoit qu'effectivement, une grande majorité des peupleraies qui se sont maintenues étaient dans les zones de boisement libre. Il y en a quelques-unes qui se sont aussi maintenues, toutefois, dans les zones réglementées, mais également dans les zones de boisement interdit. En fait, il s'avère que cette réglementation qui était fortement contraignante pour les populiculteurs, même si on comprend bien qu'elle répondait à des enjeux environnementaux et de protection, notamment des oiseaux, face à la difficulté d'application de cette réglementation, elle a été finalement abandonnée. Si on prend le site donc entre Loire et Indre, on perçoit qu'on a également une dynamique de recul. On voit qu'on a quelques zones rouges qui apparaissent, qui montrent qu'on a des peupleraies qui ont disparu, mais elles apparaissent relativement limitées finalement sur ce territoire-ci. Et pour le dernier site, donc dans la vallée de l'Indre, on voit également que les peupleraies ont reculé. On a des peupleraies qui ont disparu entre les 2 dates, là un petit peu plus concentrées au niveau donc entre Villedieu et la Chapelle-Orthemale notamment. Donc si on regarde sur l'ensemble de nos sites, on voit que pour tous on a une dynamique de recul qui reste limité. Tout de même, on est à 0,9% au plus par an de recul, mais qui est quand même une dynamique de recul. Elle va être variable selon les espaces. C'est pas forcément en lien avec la Loire UNESCO, puisqu'on n'a pas la même dynamique sur les 2 sites. Au sud d'Angers, on a une dynamique de recul qui est beaucoup plus importante. En fait, on est aussi plus proche d'Angers, ce qui peut expliquer que cette dynamique soit plus importante. Et c'est peut-être ce qui explique davantage que le zonage de la Loire UNESCO, puisque l'autre site situé
dans ce périmètre, eh bien, on voit qu'on a un recul qui est beaucoup plus limité. Alors, par quoi ont été remplacés ces peupleraies? Au sud d'Angers, c'est assez varié. On va avoir des cultures, mais aussi des peupleraies qui ont cédé la place à des forêts, à des boisements plus spontanés. Et puis, on a également des prairies qui vont apparaître. Au nord d'Angers, c'est un peu comparable, sauf qu'on ne retrouve pas ces forêts spontanées, ces boisements spontanés. Par contre, on a davantage de surfaces artificialisées qui peuvent correspondre à du bâti ou à des routes, par exemple. Pour les deux sites dans la vallée de l'Indre, par contre, là, c'est indéniablement des zones de végétation herbeuse et buissonnante, ou plutôt des prairies qui sont venues remplacer les peupleraies. Donc si on prend le site où la dynamique a été la dynamique de recul est la plus forte, eh bien on voit que on a la zone qui cède la place à de la forêt spontanée, c'est en fait une île sur la Loire, et puis les autres zones, c'est des zones de culture ou bien des prairies qui peuvent apparaître de manière assez dispersée, notamment au niveau du périmètre UNESCO et Natura 2000, mais qui correspondent aussi aux zones où les peupleraies étaient initialement. Alors, comment expliquer ce recul que l'on perçoit et à l'échelle nationale et aux échelles locales? Les causes sont en fait variées, elles sont aussi intriquées. Une des causes, c'est notamment l'arrêt de la polyculture sur des stations qui n'étaient finalement pas adaptées ou qui étaient trop difficiles à exploiter. En fait, il y a eu un engouement pour la polyculture, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où on a eu un recul de l'agriculture et de nombreux agriculteurs ont souhaité mettre à profit leurs terres en y plantant des peupliers, mais il s'avère que parfois, eh bien, il y a eu des plantations qui ont pu être faites sur des stations qui n'étaient pas adaptées ou qui étaient trop difficiles à exploiter. C'est le cas, par exemple, sur le site au sud d'Angers, qui est en fait une île, donc forcément plus difficile à exploiter. Donc ça, c'est une raison et qui est plutôt finalement plutôt positive. Mais il y a également d'autres raisons, c'est notamment la stabilité du bois de peuplier. On voit qu'effectivement, là, entre 2014 et 2017, le prix du bois de peuplier est resté stable. Pour autant, depuis 2017, on perçoit une légère hausse, ce qui peut aussi expliquer finalement que les plantations repartent légèrement à la hausse, en plus des aides qui sont actuellement accordées. L'autre raison qui peut expliquer le recul qui demeure malgré cette nouvelle hausse des plantations, c'est d'autres raisons, ça peut être aussi la difficulté que peuvent rencontrer les polyculteurs, notamment en lien avec des aléas naturels. Et ces aléas naturels peuvent compromettre totalement les investissements de départ, compromettre totalement la plantation. C'est les tempêtes et les coups de vent, ce sont également les maladies et les ravageurs, comme le puceron la Niger, mais c'est également les chevreuils, les castors. On en parlait précédemment dans les questions, et effectivement, on voit là les dégâts que peuvent faire les castors sur certains secteurs, notamment dans la vallée de l'Indre. On voit là, par exemple, une peupleraie qui a subi les dégâts du castor. Alors, grosse difficulté, effectivement, pour les polyculteurs, d'autant plus qu'il s'agit d'une espèce protégée. L'autre raison, c'est également l'autre raison du recul des peupleraie, c'est également le changement de profil des propriétaires. C'est ce qui explique a priori le plus fort recul que l'on perçoit au sud d'Angers, puisqu'on est véritablement sur un territoire inclus dans Angers-Loire Métropole, donc sur un territoire qui s'urbanise finalement, on est sur un territoire périurbain, et donc avec une forte présence de population citadine et avec une polyculture qui finalement peine aujourd'hui à trouver sa place sur ce territoire. Plus globalement, ce changement de profil, c'est notamment parce que on a des polyculteurs qui vont décéder et les descendants, par exemple, ne vont pas reprendre la culture sur la parcelle dont ils vont hériter. Donc on a aussi cette explication-là. L'autre raison, ça peut être également les controverses qui entourent les peupleraies. Il est vrai qu'il y a eu un fort essor, comme je vous le disais, de la polyculture au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
qui entraînait des changements paysagers assez importants, avec une fermeture des paysages de vallée. La polyculture n'est pas la seule raison de cette fermeture des paysages, puisqu'on a également eu des enfrichements, des emboisements liés au recul surtout de l'agriculture. Mais c'est une des raisons qui vient nourrir les controverses, ces changements paysagers qui sont difficilement acceptés par les personnes, par les riverains. C'est également en réaction, c'est les zonages qui ont pu être mis en place dans certaines communes, qui sont venus nourrir aussi ces controverses. C'est par exemple à Brémond, donc pour le site qui est entre Loire et Indre, c'était la mise en place d'une disposition particulière dans le PLU pour limiter les peuplements de haute tige, donc visant plus particulièrement les peupleraies, et le paroxysme de ces zonages, c'est la carte des boisements qui a été mise en place, que je vous présentais précédemment, qui a été mise en place dans les basses vallées angevines, mais qui a finalement peut-être aggravé les controverses et les transformant plus en conflit qu'amenant peut-être véritablement des solutions de compromis. En tout cas, derrière ces zonages et cette volonté des collectivités de mettre en place ces zonages pour limiter la progression pour limiter ce qui est perçu comme étant une progression des peupleraies, c'est en fait une crainte et notamment en lien avec l'essor du tourisme, en lien avec l'inscription de la Loire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on est là en 2000. Et en fait, c'est l'idée que, le touriste ne va pas apprécier les peupleraies parce que le touriste vient dans la vallée de la Loire pour apprécier la nature. Et puis s'ajoutent également les enjeux environnementaux, évidemment, qui viennent aussi expliquer. Alors la question, c'est quand même de savoir que pensent finalement les touristes des peupleraies. Et donc, c'est le deuxième point de ma présentation. Alors, je vais aussi évoquer les riverains, mais je vais surtout m'attarder sur ce que pensent les touristes des peupleraies. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en région Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, on est dans des régions qui sont particulièrement touristiques. Ça représente un chiffre d'affaires important pour ces régions, un nombre d'emplois également qui est non négligeable pour les deux régions. C'est en lien avec l'inscription de la Loire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, vous envoyez le périmètre. C'est pas toute la Loire, c'est une partie de la Loire qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000. Et évidemment, ça a été un facteur qui a permis un essor du tourisme et un intérêt pour les communes, par les communes concernées par ce périmètre, un intérêt pour vouloir développer le tourisme. En lien avec la Loire UNESCO, c'est aussi la Loire à vélo qui longe une route, donc une route pour les touristes, qui longe la Loire, qui a été imaginée en 1995 et qui attire chaque année de plus en plus de touristes. Donc là aussi avec des retombées économiques importantes pour les communes qui sont traversées par cette véloroute. Évidemment, les cyclotouristes vont passer à proximité de peupleraies, comme on peut le voir ici. Alors là, on est plutôt proche de l'Indre que de la Loire, mais on est à proximité de la Confluence. Et donc, certaines réactions des communes qui jugent que finalement, ces peupleraies n'ont peut-être pas leur place dans ces zones plus touristiques. Et avec donc certaines communes qui vont clairement se positionner contre les peupleraies, y compris sur les panneaux d'information à destination des touristes. Alors là, c'est surtout sur ce panneau-là pris à proximité de la Loire, c'est la Loire que vous voyez ici. La commune indirectement se positionne contre les peupleraies dans le sens où elle souligne que finalement la peupleraie que le touriste a sous les yeux à ce moment-là, sera exploitée bientôt et qu'on aura à la place une formation végétale spontanée. Pour autant, on a d'autres communes qui communiquent toujours à destination des touristes différemment et qui là vont plutôt mettre en avant à l'inverse les peupleraies qui sont présentes sur leur territoire. Donc là, c'est une autre commune située donc au nord d'Angers et qui met en avant sur ce panneau d'information, qui met en avant la présence de peupleraies sur son territoire, s'appropriant même ces peupleraies, la peupleraie de Villevêque, et mentionnant la présence d'une diversité associée à ces peupleraies.
une biodiversité avec la présence des frétilières. Et cette commune y consacre même elle intitule même l'un de ses itinéraires la Peuplerée. Donc on voit qu'on a des positionnements des communes et dans leur communication à destination des touristes qui peut être totalement différente selon leur positionnement. Donc pour percevoir le point de vue des touristes sur ces peupleraies, donc ce sont des entretiens semi-dirigés qui ont été conduits en se fondant notamment sur des photographies. Ils ont été menés donc le long de la Loire à vélo avec une certaine difficulté parce que, comme je vous disais, ce sont des cyclotouristes, donc ils ne s'arrêtent pas forcément et il faut pouvoir trouver le moment où ils s'arrêtent pour pouvoir les interroger. La particularité de ces entretiens, c'est que les souvent en groupe, mais on a veillé bien sûr à prendre en compte les avis individuels. C'était des touristes à la fois français et étrangers, et au total, donc ce sont 69 personnes qui ont pu être interrogées. Alors, ce sont surtout des Français, mais on a quand même d'autres nationalités qui ont pu être questionnées, et notamment des personnes venues des Pays-Bas. Pour l'origine géographique des touristes français, donc évidemment sont représentées les régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, mais on a aussi d'autres régions, des touristes qui viennent d'un peu partout en France. Et point à noter, c'est que globalement, on a une large majorité des cyclotouristes qui ont entre 25 et 65. Alors, la première question qui leur a été posée, c'était au sujet des représentations qu'elles pouvaient avoir de la nature. C'était pour percevoir un petit peu quels étaient leurs points de vue sur cette nature. Globalement, ce que l'on constate, c'est qu'ils n'utilisent pas de vocabulaire précis pour évoquer cette nature. C'est une nature qui est appréciée par rapport à des critères esthétiques notamment. On va en souligner le caractère sauvage aussi. Quelques exemples de réponses, c'est un homme, par exemple, de 34 ans qui souligne qu'on a une nature très sauvage, mais en même temps, il dit qu'elle est bien aménagée, donc c'est un petit peu contradictoire, en fait. D'autres remarques, c'est que c'est un coin joli, que on ne s'en lasse pas, c'est très beau. Ce qui est souligné, c'est plutôt le manque d'aménagement, mais pour les pauses notamment. Ce qui est également souligné, c'est le manque de proximité avec la Loire. Mais globalement, c'est une nature qui est appréciée parce qu'elle est variée, elle est diversifiée, elle est changeante. Leur a été également posée la question de quels intérêts ils pouvaient porter à la forêt. L'idée, c'était de ne pas axer directement le questionnaire sur les peupleraies, mais voir un petit peu quels étaient leurs avis sur la nature, sur les forêts en général. Donc globalement, ce que l'on voit, c'est que oui, la forêt, ils l'apprécient, mais plutôt comme un cadre, un élément du paysage, éventuellement pour l'ombre. Alors je précise que les entretiens ont été menés en été et il faisait très très chaud. Mais globalement, ce que l'on voit, c'est que ces cyclotouristes, ils n'ont pas de connaissances particulières pour la nature. En fait, ils viennent vraiment juste, pour être dans un cadre naturel, pour se balader dans la nature, mais pas forcément en tant que connaisseurs de la nature. Donc, ce qui est important pour cerner un peu le profil des touristes que l'on a interrogés. Ce qu'il souligne, c'est que, ce qu'il trouve, c'est que ça manque de forêt le long de la Loire, et pour autant, et donc la forêt n'est pas pour eux un obstacle. Alors, si la question était importante, c'est parce que pour certains acteurs à hauteur de la Loire UNESCO, certains acteurs ont souligné le fait que la forêt et notamment les peupleraies vont gêner la vue et vont gêner la vue vers la Loire et gêner l'éco-visibilité. En l'occurrence, c'est pas quelque chose qui apparaît gênant pour les touristes. Alors, quels sont leurs avis sur les peupleraies? Alors, la question ne leur a pas été posée directement, mais à partir d'une photo, de cette photo. Alors, tous ne savaient pas que c'était des peupliers. Pour autant, il y en avait quand même qui le savaient. Et évidemment, les termes les plus récurrents qui sont apparus, c'était plutôt peuplier, peupleraies et forêt. On note que champ est un peu moins évoqué. Ce qui va être souligné, c'est le caractère naturel, c'est l'esthétisme, c'est l'ombre que vont apporter ces arbres, donc quelque chose vu positivement. En exemple de réponse que l'on peut souligner, c'est que ils affirment qu'ils en ont parfois vu des peupleraies le long de leur itinéraire, mais pour eux, l'importance des peupleraies n'était pas gênante. Enfin, ils n'ont pas trouvé même le plus souvent, en fait, c'était la réponse, c'était ça me dit rien, j'ai pas fait attention si j'en avais vu. Enfin, c'est pas quelque chose qui les a marqués, en tout cas, dans leur parcours.
Globalement, ce qui ressort, c'est que quand il regarde la photo, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas naturel, parce qu'il va y avoir ces alignements, parce que c'est rectiligne, et c'est véritablement ce qui les marque le plus. Alors c'est parce que les photos qui leur auraient été montrées, hein, c'était des photos de peupleraie prises de près, évidemment, hein, donc forcément l'alignement est visible, c'est forcément ce qui les marque le plus. Ce qu'ils en soulignent, c'est que c'est pas naturel, c'est aligné, c'est trop rectiligne, c'est pas assez sauvage. Mais au-delà de ça, les peupleraies sont vues comme un élément du paysage qui va être préféré à l'affiche, qui va être important selon leurs déclarations en termes de production, en termes de rentabilité. C'est véritablement les idées majeures qui ressortent. Hein. Donc, un homme soulignait par exemple que vaut mieux ça que de l'affiche. On préfère la forêt naturelle, mais au moins il y a des arbres. C'est mieux que rien. Alors c'est vraiment intégré comme une forêt faite pour produire du bois. C'est vraiment ce qui ressort, hein, ça sent l'exploitation. C'est pas une forêt, mais c'est très bien par rapport à un champ de maïs. Des peupliers, oh bah oui, c'est un truc planté, c'est pour faire du bois. Enfin, c'est vraiment l'idée qui ressort. Donc globalement, les peupleraies, elles apparaissent comme étant appréciées ou bien les personnes sont indifférentes. Et si les peupleraies sont appréciées, c'est aussi pour l'ombre, donc là aussi parce qu'on est en plein été, mais c'est également parce que c'est bon pour la planète. Le seul avis un peu plus négatif, donc c'est un homme retraité qui soulignait c'est pas brillant, c'est pas la nature, on a planté pour faire des allumettes, ça ressemble à des peupliers, c'est moche, il y en a partout le long du Cher. Il faudrait des aménagements. Donc voilà, l'avis un peu plus négatif porté contre les peupleraies. L'idée qui ressort aussi, c'est donc que c'est pas naturel parce que la nature c'est plutôt désordonné et à l'inverse là on est plutôt face à quelque chose d'ordonné. Et donc en l'occurrence, ce qui est souligné, c'est que quand on leur pose la question, c'est que ce n'est pas de la forêt. Mais en même temps, ils vont être un peu contradictoires parfois. Hein. Ils vont souligner que c'est des forêts plantées, mais en même temps, c'est pas vraiment de la forêt. Et puis une femme soulignait que pour elle, c'était la peupleresse, c'était finalement le HLM de la forêt. Ce qui est ressorti aussi de ces entretiens, c'est qu'ils étaient très demandeurs sur l'usage. Beaucoup demandaient finalement à quoi servaient les peupliers, qu'est-ce qu'on faisait avec le bois de peuplier. Pour identifier ce qu'ils pensaient des différents types de peupleraie, donc c'est ce qui a été souligné, il n'y a pas une peupleraie, mais différentes peupleraie en fonction de l'entretien qui est fait, en fonction également de là où elles se situent. Donc plusieurs photos leur ont été montrées. Avec un sous-étage hein, plus ou moins fourni. Là, on a une peupleraie qui est abandonnée, par exemple. Il ressort, donc c'est celle qui va être le moins entretenue et ou bien celle abandonnée qui va être préférée. Parce que l'idée, c'est d'avoir quelque chose de plus naturel. Mais on a également la photo 5 hein, qui laisse passer le regard, qui est relativement apprécié. Donc les avis, c'est pour la photo 4, c'est moins rectiligne, donc plus naturel, donc plus joli. Pour celle qui est abandonnée, c'est pareil, c'est parce que c'est plus la nature. Pour les autres, on voit trop la main de l'homme. Là, c'est plus fouillis. Mais pour autant, quand c'est fouillis, il y a quand même quelques réserves qui sont soulignées. Là, par exemple, un homme soulignait que c'est pas bien en cas d'incendie, et puis par ailleurs, on ne s'y aventurerait pas. Et on retrouve un peu la même idée par opposé. Lorsque l'on prend en compte les avis, par exemple sur cette peupleraie qui a un sous-étage moins développé, eh bien une femme soulignée, ça donne envie de la visiter. Donc je dirais que la peupleraie naturelle c'est bien pour la regarder, mais celle plus entretenue, eh bien c'est mieux pour aller la visiter, pour aller s'y promener. Hein, ça renvoie à une nature aménagée qui est malgré tout relativement appréciée également, et notamment par les populations citadines. Alors que pensent donc là c'était le point de vue des touristes, que pensent les riverains? Donc 53 personnes ont été interrogées, donc notamment par le stagiaire que j'ai pu encadrer, donc Mohamed Tebbonou, et donc qui a interrogé donc ces touristes sur les 4 sites. Ce qui ressort, donc les questions qui ont été posées, c'était savoir comment ils définissaient la peupleraie. Donc la peupleraie est plutôt associée à une culture qu'à une forêt en majorité, hein, parce que c'est planté, parce que c'est entretenu. Pour autant, on a quand même 23% des personnes qui ont répondu que c'était plutôt de la forêt en raison de la densité, de la hauteur des arbres, de la biodiversité qui peut y être présente, et puis la longueur du cycle de vie. Lorsqu'ils sont questionnés sur le lien entre peupleraie et paysage, les avis sont relativement mitigés.
Certains vont souligner qu'il y a un impact négatif parce que c'est triste, c'est en alignement, ça banalise le paysage, c'est rectiligne. Mais d'autres vont aussi souligner que ça renvoie à ça autorise une certaine beauté des paysages avec un alignement qui est finalement aussi perçu comme quelque chose d'esthétique, d'intéressant. Pour le lien entre peupleret et environnement, là par contre les avis sont apparus beaucoup plus positifs. Et là, notamment, c'est en lien avec en fait le changement climatique et l'atténuation du changement climatique parce que, eh bien, planter des arbres, ça contribue à l'absorption du dioxyde de carbone, donc à la réduction du gaz à effet de serre et donc à atténuer le changement climatique. Il y a également des avis négatifs qui sont émis et qui vont renvoyer à certains préjugés qui peuvent être associés au peupleret, l'arbre qui pompe beaucoup d'eau, qui va aggraver la sécheresse et donc appauvrir par là même la biodiversité. Globalement, ce qui est ressorti, c'est que les peupleraies, elles sont nécessaires. Les peupleraies, on en a besoin. Je préfère une peuplerée plutôt que ça se transforme en un champ de maïs. Donc, on retrouve un peu les mêmes éléments, les mêmes réponses que ce que l'on pouvait avoir de la part des touristes. Ce qui est souligné, c'est la problématique de l'exploitation, parce que quand on coupe la peuplerée, eh bien, ça fait un vide, ça fait une modification paysagère brutale, mais que l'on retrouve pour toute exploitation forestière par coupe dite rase. Dans le même, comme pour les touristes, on leur a demandé quelle photo ils préféraient. Là, c'est un peu différent par rapport aux touristes. Alors, on retrouve cette peuplerée qui a ce caractère plus naturel, plus sauvage, qui est appréciée parce qu'on y associe davantage de biodiversité, tout comme celle-ci. Pour autant, celle-ci, avec un sous-étage moins développé, a été relativement appréciée par 20% des répondants. Qui en ont souligné le caractère esthétique et notamment lié à cet alignement, qui fait que c'est pas naturel, mais en même temps ça peut être esthétique. Et enfin, la question qui leur a été posée, c'est selon vous, qu'est-ce qui est préférable en termes de répartition spatiale des peupleraies dans les paysages? Et globalement, ce qui ressort, c'est une large majorité qui préfère une dispersion des peupleraies dans le paysage plutôt qu'elles soient concentrées. Ces résultats, ils ont été élargis grâce à je crois qu'il faut que je me dépêche de conclure. Ils ont été élargis grâce à un questionnaire qui a été mis en ligne, qui a permis d'élargir un peu la réflexion. Globalement, c'est les mêmes peupleraies qui sont appréciées, celles qui apparaissent plus naturelles. Si on les interroge sur quelles mesures à mettre en place, eh bien, donc les avis sont mitigés de savoir s'il faut augmenter ou baisser les surfaces. Alors je précise que là c'est les plantations forestières dans leur ensemble et non pas seulement les peupleraies. Donc pour une majorité des mesures sont nécessaires pour améliorer les plantations forestières. Globalement, ce qui souligne, c'est utiliser moins d'intrants, laisser un sous-étage, et ce qui n'est pas apprécié, c'est la concentration des peupleraies. Ce qui est relativement apprécié, ce qui fera écho avec la présentation d'Antoine tout à l'heure, eh bien ce qui est relativement apprécié, c'est l'élevage qui peut se développer sous peupleraies. Donc je vais conclure très rapidement. Juste les conclusions, les éléments de recherche ont commencé à être diffusés, donc je vous invite à consulter ces deux articles. Je crois qu'Antoine doit mettre le lien, ou Léa. Et ce que je voulais souligner, c'est que ces recherches, elles sont amenées à se poursuivre, donc dans le cadre d'un nouveau projet qui prend la suite, donc qui est financé par la région Centre-Val de Loire et qui permettra d'approfondir la connaissance des représentations associées aux peupleraies et plus largement aux plantations forestières. Je vous remercie de votre attention.